cette année, les offrandes hyperboréennes sont bien arrivées. Alors apparemment des objets d'ambre. Et cela a permis aux archéologues d'établir qu'en fait, eh bien, il existait, à une époque déjà reculée, des routes commerciales qui reliaient en gros le monde égéen à la mer Baltique, puisque les sources de l'ambre à l'époque étaient essentiellement l'ambre nordique, donc mer Baltique, et peut-être celle de certains rivages de la Bretagne, enfin aujourd'hui ce serait la Grande-Bretagne, hein. Et donc une perspective qui s'ouvre sur l'étendue, dans un premier temps commerciale du monde antique, et au-delà donc l'étendue culturelle, des relations entre des peuples a priori très éloignés mais qu'on ne soupçonnait pas, d'autant plus que certains objets d'ambre sont arrivés jusqu'en Égypte. Alors ces considérations, je ne les aborderai pas par la suite, puisque mon propos sera un propos un peu plus introductif. Mais si l'occasion se présente, nous pourrons éventuellement reparler d'Apollon, des mythes liés à l'Apollon hyperboréen et à ses manifestations réelles, hein, dans le monde grec. Ceux qui ont eu l'occasion de m'écouter déjà au préalable dans cet endroit ont pu m'entendre parler de considérations sur la représentation spatiale des anciens Grecs, la façon dont ils se représentaient l'espace. Et vous avez tous et toutes entendu parler de cette sorte de dichotomie entre le grec et le barbaros, qui, alors étymologiquement, est celui qui ne parle pas grec. Hein, le barbaros, c'est celui qui, lorsqu'il parle, eh bien, fait barbare. Et par extension, eh bien, c'est celui qui vit en dehors, d'une part, de la police, de la cité, en dehors de la chora, du territoire grec. Par extension, toujours, c'est celui qui vit toujours plus loin, toujours aux marges du monde connu, au fur et à mesure que les connaissances progressent. Alors, l'évocation des hyperboréens, ne serait-ce que par sensibilité avec ce préfixe hyper, ça suggère immédiatement l'existence d'un monde extérieur qui caractérise la difficulté qu'avaient les géographes antiques de rendre compte de ces zones très éloignées. Le nom, donc hyperboréen, si on se réfère à l'étymologie des anciens, est censé déjà contenir une indication géographique. Alors les anciens étaient très très friands d'étymologie. Ils adoraient tout expliquer par l'étymologie, même si parfois c'était fantaisiste. Mais bon, dans ce cas, hyperboréen voudrait dire ceux qui vivent au-dessus, au-delà de Borée. Alors Borée, par contre, ça, on sait très bien ce que c'est le vent du Nord. On le voit des fois sur les roses des vents. Bon, ça c'est assez connu. Alors pour Homère, puisqu'on commence toujours par Homère, c'est toujours assez confortable, ce vent souffle depuis la Thrace. La Thrace, alors, si vous visualisez une carte de Grèce, eh bien c'est les confins nord du monde grec, du moins de la péninsule hellénique. La Thrace, c'est le pays des roux, hein, disait Aristote. Donc plus on est vers le nord, plus même les types physiques changeaient, c'est-à-dire que les habitants étaient transformés de la même façon que l'espace, la géographie était altérée. Alors, cette montagne, ces montagnes de Thrace, donc, auraient pu constituer une sorte de frontière. Alors, la localisation par l'étymologie, c'est toujours assez discutable. L'évocation du nom de Borée est très répandue. On la trouve par exemple chez Pindare. Alors Pindare, qui est un poète lyrique grec, là il s'agit d'Homère, dit que c'est Borée qui souffle depuis les contrées au souffle glacé. Alors il a une petite citation qui est anodine, c'est de la poésie. Borée, ce serait le nord, très bien. Premier témoignage sur Borée, pas de remarque particulière. Alors, toujours dans le domaine de l'étymologie ancienne, on apprend que le nom des hyperboréens, dans un souci cette fois-ci de localisation géographique, est associé à des montagnes. Mais ces montagnes
qui porterait le nom de montagne Ripé, R-I-P-E-E, potentiellement avec un au pluriel, si on considère qu'il s'agit d'une chaîne, elles ont une existence elles-mêmes assez douteuse. Alors, pourquoi? Dans un premier temps, on trouve chez Homère une formule, simplement, comme on en trouve beaucoup chez Homère, hein, qui sert déjà à faire respecter le nombre de pieds dans la métrique. Homère nous dit, donc en grec ça donne uporipes aitre geneos boreao, et ça peut se traduire en quelque sorte par sous l'élan du boré né de l'éther. Alors le mot ripé que vous avez ici, c'est un substantif, c'est un nom commun qui veut dire élan, impulsion, donc l'élan du vent, la force donnée par le vent. Donc a priori pas d'indication géographique. Et cette formule se retrouve souvent dans plusieurs vers homériques parce que ça permet de bien finir le vers. Alors il y aurait une sorte d'altération. Vous savez qu'il y a plusieurs dialectes en grec. Hein. Alors Homère, c'est un dialecte un peu artificiel, mais qui contient certaines parties du dialecte attique. Le mot ripé ici relève de l'attique, c'est ce qu'on parlait dans la région d'Athènes. Chez d'autres auteurs, ripé évolue en ripa et prend une majuscule, notamment chez le poète Alcman. Alors malheureusement, Alcman, on n'en a gardé que quelques fragments, et il transforme donc ce substantif avec un rho minuscule en nom propre avec un rho majuscule, et ça se retrouve même chez Sophocle, qui dit, cette fois-ci, dans un passage de Édipe à Colonne, il évoque les vents aussi, et il dit, ces vents, eh bien, ils viennent du nord, du ripé, littéralement, du ripé drapé dans la nuit. Aï de nuchian apo ripan. Et voilà comment, eh bien, on est passé d'un substantif à un nom de lieu. Voilà. Les ripés viennent d'apparaître, les monts ripés. Alors, inventer ainsi une chaîne de montagnes, ça peut paraître assez fantasque, mais l'invention va vraiment passer à la postérité dans la mesure où eh bien, les auteurs successifs, notamment les premiers géographes, eh bien, vont prendre cette question comme un sujet très important, et alors qu'au départ il s'agit d'un simple nom commun, vont se mettre en quête de localiser ces montagnes. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour ensuite localiser les hyperboréens. Cette conception de l'invention, hein, elles sont sorties d'une page, hein, les montagnes, littéralement, eh bien, ça va durer jusqu'à Claude Ptolémée, c'est-à-dire au IIe siècle après Jésus-Christ, donc quasiment presque 1000 ans d'existence. Donc c'est très long. Donc, probablement que si cette invention, cette sorte d'antonomase inversée, vous savez, l'antonomase, normalement, c'est quand un nom propre devient un nom commun, hein, exemple, le frigo, si j'ose dire. Eh bien là, c'est l'inverse. Un nom commun devient un nom propre. Et comment l'expliquer? Peut-être simplement parce que cette invention donne une sorte de confort notionnel. Il existe bien une limite au nord. C'est une chaîne de montagne. Quoi de mieux comme limite qu'une chaîne de montagne? Nous insulaires, Corses, sommes bien placés pour le savoir. Donc, il doit y avoir des gens qui vivent au-delà de cette limite. Il y a donc un repère géographique. Évidemment, l'étymologie, que l'on peut tordre, malaxer, par sa flexibilité, notamment dans les évolutions dialectales, eh bien, permet constamment de procéder à ce genre d'invention. Alors, j'en viens maintenant à la plus ancienne mention littéraire du mot hyperboréen. On la trouve dans un fragment attribué à Homère. L'hymne homérique à Dionysos, c'est un texte attribué alors, au corpus homérique, hein, si on n'entre pas dans la question de l'existence d'Homère, qui mériterait une année entière de conférence. Donc, dans cet hymne dédié au dieu Dionysos, eh bien, à un moment donné, le poète dit « J'espère arriver par ma gloire, soit en Égypte, soit à Chypre, soit au pays des Hyperboréens. » Alors, les hymnes homériques, c'est vers le 8e siècle avant Jésus-Christ. Dans ce passage, on voit que, visiblement, les Hyperboréens sont évoqués comme simplement une destination lointaine et exotique. Aussi, moins que Chypre, évidemment, même si Chypre est un lieu qui a une importance particulière pour les Grecs, puisque c'est un lieu de naissance divine. Hein. Aphrodite, normalement, serait
d'après certaines versions, serait né à Chypre. L'Égypte, c'est un éloignement déjà un peu plus important spatialement, mais surtout culturellement. Pour les Grecs, eh bien, la source du savoir ancien, c'est l'Égypte. Dans certains dialogues de Platon, notamment dans le Timée, qui évoque un petit peu la question de l'Atlantide, eh bien, Platon met en scène Solon, qui se rend en Égypte. Alors, Solon déjà passe pour être le législateur ancien de la Grèce, c'est le vieux sage. Et lorsqu'il arrive en Égypte, on lui dit ah, mais toi, Solon, tu n'es qu'un enfant. Tu ignores tout du passé, et les Égyptiens étaient considérés comme les détenteurs d'un savoir très ancien. Donc éloignement, cette fois-ci, d'ordre plutôt chronologique. Et les Hyperboréens, alors ce serait vraiment l'éloignement total, aussi bien spatial que culturel. Alors dans ces deux vers que je viens de vous évoquer, les Hyperboréens seraient synonymes de bout du monde, de lieux et très éloignés, inaccessibles. Donc, dans un premier temps, on reste véritablement dans le domaine de la fable. Paradigme de l'éloignement, de l'exotisme, du voyage. Ulysse n'ira jamais chez les Hyperboréens, mais d'autres héros voyageurs, en revanche, eux, eh bien, s'y rendront. Alors, ça nous permet aussi d'évoquer une notion qui est celle de ce que les anciens Grecs appelaient, alors en grec c'est eskatia, ça désigne les limites, les confins, les marges. Et c'est un concept qui fascine les Grecs dans la mesure où ils sont toujours très occupés de définir leur immédiateté, c'est-à-dire leur topos, hein, comme dit Aristote, vraiment le lieu sur lequel ils sont, cité, territoire de la cité. L'au-delà, eh bien, relève un petit peu, tout ce qui est en marge relève un petit peu de l'irrationnel. La première marge connue, bien, c'est la mer, déjà. Hein, et contrairement aux idées reçues, eh bien, les Grecs n'étaient pas forcément toujours très à l'aise avec l'élément marin. Il y aura évidemment la thalassocratie athénienne, mais on sait qu'en termes conceptuels, la mer constitue une sorte de problématique. Hein. On dit que, par exemple, Pythagore périra noyé pour avoir justement démontré l'existence des nombres irrationnels. Alors, la mer, les zones inconnues, tout ça provoque un inconfort conceptuel. Alors, je reviens maintenant au récit fondateur et j'évoque donc Pausanias. Alors, Pausanias, vous avez ses dates. On peut dire que c'est quelqu'un de sérieux, c'est-à-dire ce n'est pas un mythographe, il n'écrit pas de légende. Il va rédiger ce qu'on appelle la périégèse. Alors, périégésis en grec, ça veut dire quelque sorte de parcours circulaire. Un voyage qu'il va faire dans le monde méditerranéen. Alors, il n'y a pas vraiment de représentation disponible de Pausanias. Je vous ai mis à droite une illustration d'un manuscrit du tout début de la Renaissance. On peut lire le titre, hein, Pausaniou Elados Periegeseos. Il s'agit du livre, littéralement, livre au sujet de la périégèse, de la Grèce, de Pausanias. Pausanias donc va décrire des lieux, des peuples, et concernant certains endroits, il va rapporter des mythes fondateurs. Le mythe fondateur est une constante dans l'Antiquité. Et il va, au livre 5, comme vous pouvez le voir ici, lorsqu'il évoque l'Achaïe qui est un des berceaux de la civilisation hellénique, il dit, au départ, le nom du pays, l'Achaïe, vient d'une jeune femme, hein, une sorte de divinité, Achaïa, et il fait parler alors un poète qui vient de Lycie, qui s'appelle Olène. La Lycie est en Orient. Hein, et selon Pausanias, ce poète aurait écrit un hymne à Achaïa. Alors déjà, on a une sorte d'emboîtement. On aurait un poète venu d'Orient qui aurait écrit un hymne à une terre ou une divinité associée à cette terre, mais qui serait cette fois-ci en Grèce continentale. Et dans cet hymne, il dit, eh bien, cette Achaïa était venue à Délos, c'est-à-dire en quelque sorte un des cœurs du monde grec, elle était venue du pays des Hyperboréens. Alors, il y a assez peu de commentaires à ce sujet. Une autre citation de Pausanias, voilà, cette fois-ci, sous l'oracle de Delphes. Alors, cette fois-ci, Pausanias rapporte une tradition locale, il fait parler Boéo, femme du pays, c'est important, hein, femme du pays, ça veut dire qu'elle est digne de foi. Dans l'historiographie grecque, il y a toujours une sorte
galerie de témoins. Lorsque l'écrivain ou le géographe ne peut pas dire « je l'ai vu moi-même », la moins mauvaise solution qui lui reste, c'est de faire parler les sources locales. C'est un gage de fiabilité. Et il dit donc, cette femme qui a écrit des hymnes pour les Delphiens, dit que l'oracle de Delphes, on parle là du plus célèbre oracle du monde grec, fut établi par des gens venus du pays des Hyperboréens. Et Olène, alors il reprend Olène, donc il chanta des vers hexamètres. Il aurait en quelque sorte inventé la poésie. Alors voici là, Pausanias cite ce qu'aurait dit cette femme du pays de Delphes. C'est là que Pégasus et le divin Nagéus, fils des Hyperboréens, établirent cet oracle célèbre. Après avoir, vers la fin de l'hymne, rappelé les noms d'autres Hyperboréens, elle parle d'Olène en ces termes. Olène, qui fut le premier interprète de Phébus et le premier inventeur de la plus ancienne forme de vers. Alors, dans cette citation, on peut constater que Delphes, nombril du monde, aurait été fondé par des Hyperboréens, dans cette version-là, et que ça aurait été également l'occasion d'inventer la forme une des formes les plus anciennes d'expression de langue grecque, c'est-à-dire le vers hexamétrique, c'est-à-dire le vers de l'épopée, le vers homérique. Donc, une façon peut-être de rattacher deux piliers de la culture grecque à ces mystérieux Hyperboréens. Notez qu'en plus, il s'agit cette fois-ci de Delphes, et qu'auparavant, on parlait de Délos. Donc, deux sanctuaires vraiment très, très importants dans le monde grec. Donc, une présence, certes lointaine, mais vraiment qui a laissé des traces très très importantes des Hyperboréens dans le monde grec. Alors, ensuite, concernant, je suis toujours chez Pausanias, cette fois-ci, on est dans des temps plus proches de l'auteur. Pausanias, donc c'est 2e siècle après Jésus-Christ. Il rapporte cette fois-ci des événements qui auraient lieu au 3e siècle avant Jésus-Christ, des invasions celtes autour du sanctuaire de Delphes, dans la région de Delphes. Et alors il dit, à peine en fut-on venu aux mains que la foudre éclata de toutes parts sur les Gaulois. Alors Gaulois, Pausanias, lorsqu'il écrit déjà un grec particulièrement romanisé, Gaulois, ça pouvait se comprendre par Galates, éventuellement. Alors, les Galates sont des peuples qui à l'époque, vivaient, si vous voulez, dans l'actuelle Bulgarie, en quelque sorte. Mais les Grecs savaient qu'ils étaient apparentés aux Celtes. D'ailleurs, si vous enlevez les voyelles du mot Galate, vous avez quasiment les mêmes consonnes que dans le mot celte. Donc, ce sont des peuples apparentés. Donc, les Gaulois attaquent, un peu comme Rome, si vous voulez, sur le Capitole, sauf que là, des rochers se détachant du Parnasse, alors le Parnasse, c'est la montagne qui est au-dessus de Delphes, fondirent sur eux et l'on vit apparaître des guerriers armés de toutes pièces qui leur inspirèrent beaucoup d'effroi. Deux de ces guerriers, Hyperocos et Amadocos, venaient, dit-on, du pays des Hyperboréens. Donc, on a l'impression que, eh bien, en cas de besoin, les Hyperboréens viennent protéger leur héritage. Alors, ça rappelle effectivement un autre célèbre récit d'apparition étonnante de héros en cas de bataille. Vous savez qu'on dit qu'à la bataille de Marathon, eh bien, Thésée, un Thésée de 6 mètres de haut à peu près, serait apparu dans les rangs des Grecs et aurait semé la panique dans l'armée perse. Ici, c'est probablement une version, je dirais, un peu semblable de ce genre de cliché. Le héros fondateur, en cas de besoin, revient dans l'endroit qu'il a fondé, ce qui justifie d'autant plus que ceux qui vivent dans l'endroit fondé y restent. Et donc tout ça participe d'une certaine forme de propagande culturelle. Donc la présence des Hyperboréens dans le monde grec, même si elle est épisodique, eh bien, a une importance vraiment capitale ici. Alors, on apprend également que, un peu plus loin, toujours chez Pausanias, mais la citation était très brève, que Héraclès aurait ramené du pays des Hyperboréens l'olivier, puis le laurier qui sert à couronner les vainqueurs aux Jeux Olympiques. Donc il y a une sorte de filiation, apparemment, de tous les grands endroits importants du monde grec, en filiation, en rattachement à la question hyperboréenne.
J'aborde maintenant un autre aspect, toujours chez Pausanias, qui est une source très abondante de matière hyperboréenne. Pausanias, lorsqu'il décrit Athènes, effectivement, passe en revue les monuments de la ville et évoque notamment l'Académie, là où se trouve donc, ce qu'il évoque ici comme le tombeau de Platon. Et il rattache à Platon une légende qui s'avère, lorsqu'on creuse un petit peu, être une légende à caractère hyperboréen. Alors il dit, non loin de l'Académie et le tombeau de Platon, les dieux pronostiquèrent de la manière suivante qu'il serait l'un des plus célèbres philosophes. Socrate, quand Platon vint se mettre au nombre de ses disciples, avait la nuit précédente vu en songe un cygne qui volait dans ses bras. Or, le cygne est un oiseau qui passe pour musicien depuis, dit-on, alors notez la récurrence de dit-on, on rapporte toujours des propos, c'est une façon pour le géographe ou l'historien de se mettre à couvert, qu'un certain Cygnus, alors Cygnus, incarnation du cygne, musicien célèbre et roi des Liguriens, peuple de la Gaule, au-delà de l'Éridan, fut à sa mort métamorphosé par Apollon et prit la forme de l'oiseau qui porte son nom. Alors l'Éridan, c'est le nom d'un fleuve, mais dont l'emplacement ne cessera de changer. On n'a jamais su exactement de quel fleuve il s'agissait. Est-ce que c'était le Pô? Est-ce que c'était le Danube? Bref, pour les Grecs, un fleuve du nord, de l'ouest, des régions ou du nord ou du couchant, mais qui constituait une sorte de limite. Et tout ce qui venait de là, eh bien, était potentiellement rattaché à ces contrées hyperboréennes, alors assez floues, mais éloignées, mais qui pouvaient de temps en temps, comme on l'a vu avec ces héros qui viennent sauver Delphes, pouvaient de temps en temps dispenser des bienfaits. Alors cette question du cygne, le cygne, c'est dans l'iconographie grecque, c'est une sorte d'animal que l'on pourrait qualifier de psychopompe. Le cygne accompagne les âmes ou vient inspirer les poètes ou les philosophes. Ici, donc, on voit que Socrate aurait rêvé d'un cygne avant que Platon ne vienne le voir. Alors, Platon qui allait faire la renommée universelle de Socrate. Il faut rattacher donc cette histoire du Platon associé au cygne à une autre anecdote qui cette fois-ci se trouve chez Platon lui-même. Voilà. Alors c'est dans la République, c'est dans le livre 10, le passage sur R le Pamphilien, c'est le fameux passage de la République dans lequel Platon va théoriser donc là vous avez Platon sur la droite, va théoriser son idée de la transmigration des âmes, la réminiscence, etc. Bon. Alors R, vous savez que Platon aussi il aime bien beaucoup parler par mythe et par allégorie. R avait vu, disait-il, l'âme qui avait appartenu à Orphée choisir l'âme d'un cygne en haine des femmes qui lui avaient donné la mort autrefois, ne voulant devoir sa naissance à aucune d'elles. Alors l'âme de Tamiris, c'est un autre poète, avait choisi la condition d'un rossignol et réciproquement un cygne, ainsi que d'autres animaux musiciens comme lui avaient adopté la nature de l'homme. Cette nouvelle allusion au cygne, qui cette fois-ci est faite par Platon lui-même, est ensuite commentée par Socrate, qui dit, eh bien, ce cygne, c'est vraiment évidemment Apollon qui l'a envoyé probablement. Alors Socrate parle toujours avec une certaine ironie, mais c'est à rapprocher d'un autre passage, toujours de Platon, dans la fameuse apologie de Socrate. C'est le dialogue écrit par Platon sur le procès, les derniers moments de Socrate. Socrate, dans ce passage-là, dans l'apologie, dit tiens, je me souviens que ma mission, Socrate qui parle, ma mission a commencé, eh bien, avec le fameux oracle qui était venu de Delphes. L'oracle de Delphes avait dit l'homme le plus sage de la terre, eh bien, c'est Socrate parce que il sait qu'il ne sait rien. Et là, Socrate s'était dit, eh bien, alors du coup, il faut que je répande la bonne parole auprès des autres. Et au moment où Socrate est condamné à boire la ciguë, donc en gros à peu près une quarantaine d'années plus tard, à ce moment-là, on sait que c'est la date à laquelle les navires revenaient du festival de Délos. Délos, qui était donc cet autre sanctuaire apollinien de la mer Égée. Donc la vie de Socrate, personnage, je dirais, tutélaire de la philosophie occidentale, et donc, et c'est lui-même qui le reconnaît, cadré comme limité en amont et en aval par la présence
de l'animal apollinien ou d'éléments notionnels apolliniens. Le cygne, avec l'arrivée de Platon, ou l'oracle de Delphes, ou le retour du navire de Délos. Donc, cette association entre Socrate et les éléments hyperboréens nous amène maintenant à considérer ces hyperboréens sous l'angle véritablement de l'élévation spirituelle ou vraiment de la condition de ce qu'on pourrait appeler par anachronisme en quelque sorte, hein, les justes du paradis ou les bienheureux. Alors, le premier qui évoque les hyperboréens comme un peuple béni, eh bien, c'est Pindare. Pindare, donc, qui est un poète, qui écrit des hymnes pour les vainqueurs des Jeux, alors que ce soit les Jeux olympiques ou les Jeux pythiques étant les Jeux qui se déroulent à Delphes. Alors, il dit, ces peuples, il s'agit là des peuples du Nord, ne sont point étrangers aux Muses. Donc, en gros, ce ne sont pas des barbares. Partout chez eux, les jeunes vierges se réunissent en chœur. Partout retentissent les accents de la lyre, mariés aux sons éclatants de la flûte. Couronnés de lauriers, les habitants de ces climats heureux se livrent gaiement au plaisir de la table. Jamais la triste vieillesse, jamais les maladies ne les atteignirent. Ils ne connaissent ni les travaux pénibles, ni les fureurs de la guerre, ni les vengeances de Némésis. Alors, si cela n'est pas une description d'une sorte de paradis, qu'est-ce ? Un des éléments les plus importants ici étant qu'ils ne connaissent pas les vengeances de Némésis. Némésis, c'est un principe qui est quasiment supérieur au Dieu. Qu'est-ce que Némésis ? Eh bien, c'est difficile à traduire en français. On pourrait appeler ça comme la juste rétribution. Némésis, c'est le principe qui remet, si on peut dire, les gens à leur place. Les malheureux, les trop malheureux sont exaltés, les trop heureux sont descendus en flammes. Il faut toujours se méfier de la némésis. Si vous avez trop de succès, méfiez-vous, némésis va venir vous rappeler à l'ordre. Même les dieux, hein, dans une certaine mesure, ils sont soumis. Donc le fait que les hyperboréens y échappent en fait vraiment d'eux des êtres hors normes. Ils échappent à la juste rétribution des choses. Ils n'ont que des bienfaits, que des avantages. Alors, il est normal effectivement qu'il soit évoqué dans un hymne qui célèbre un vainqueur aux Jeux Olympiques. Probablement une façon pour Pindare de dire, toi vainqueur aux Jeux pythiques, pardon, toi le vainqueur de l'épreuve, eh bien tu as mérité d'être aussi loué, d'être aussi heureux que les peuples bénis. Mais c'est aussi une façon de dire que les Grecs avaient tendance à se représenter donc l'idée d'un paradis terrestre comme étant un paradis hyperboréen. Et ces textes-là, certains extraits de Pindare notamment, sont vraiment la base de la conception qui va durer plusieurs siècles des hyperboréens comme des représentants de cet ethnocentrisme inversé. Ils sont tellement loin du centre du monde grec, finalement, ils sont trop éloignés pour être des êtres aux caractéristiques négatives. Finalement, leur radicalité n'est que positive. Alors évidemment, pour l'instant, à l'époque de Pindare, on ne parle pas des hyperboréens comme d'un endroit où l'on veut aller. Il n'y a aucun moyen d'y aller. Aucun moyen. Si ce n'est, à moins d'être un héros. Alors, évidemment, quel homme a pu jusqu'à ce jour se frayer par mer ou par terre la route merveilleuse qui conduit aux régions hyperborées? Le seul Persée y pénétra. Alors Persée, évidemment, c'est un personnage que vous avez certainement connu. Héros, voyageur et tueur de monstres. Pas n'importe quel monstre, hein. Il s'agit donc de Gorgone. Gorgone qui vit, elle aussi, qui est un monstre, mais qui vit elle-même dans un lieu monstrueux. Alors, monstrueux au sens de lieu que l'on monte, de lieu prodigieux. Gorgone, dans les traditions, vit quasiment là où le soleil se couche, pas loin d'une entrée du monde infernal, c'est-à-dire du monde souterrain. Donc Persée, dans ses pérégrinations pour aller tuer la Méduse, aurait fait un détour chez les hyperboréens. Alors évidemment, hein, Pindare se contredit, si tant est qu'un poète puisse se contredire, parce qu'après tout, la licence poétique fait que ce n'est pas forcément le cas. Donc il dit, seul Persée y pénétra, mais un peu plus bas, dans les Olympiques, il parle d'Héraclès, et il dit, en s'attachant à ses traces, alors les traces en question, ce sont celles de la biche au sabot d'airain, un des 12 travaux d'Héraclès. En poursuivant cette biche,
Héraclès arriva dans ces régions que Borée ne tourmenta jamais de son souffle glacial, c'est-à-dire qu'il franchit la limite du Borée. Donc seul Persée, seul Héraclès auraient pu atteindre ces contrées. Notons au passage que Héraclès y va lorsqu'il pourchasse la fameuse biche au sabot d'airain. Or, pour les Grecs, l'airain, c'est un métal dont ils s'approvisionnent essentiellement par un commerce occidental. Et on pense que la source principale d'approvisionnement de ce métal pour les Grecs, eh bien, se trouvait dans ce qu'on appelle aujourd'hui les îles Scilly, qui se trouvent ces îles-là, ou le continent proche, ces îles qui se trouvent au large de la Cornouaille. Vous voyez, Cornouaille, c'est la pointe sud-ouest de l'Angleterre. Donc les Grecs allaient par là, certains navigateurs. Et donc le fait qu'Héraclès poursuive un animal fait en partie de ce métal vers l'ouest n'est probablement pas un hasard. Et pour embellir le tout, Pindare dit, lui aussi, dans une sorte de dérapage un petit peu incontrôlé, Héraclès aurait fini par déborder jusqu'au pays des Hyperboréens. Le lieu de toutes les abondances, et dans une première lecture, le lieu de la gloire inaccessible, puisque les athlètes sont mortels, mais pour les héros, eh bien, c'est quelque chose de bien plus durable. Donc, Persée, Héraclès. Alors, toujours sur Héraclès, le fils d'Amphitryon apporta jadis cet arbre. Alors, il s'agit du laurier, comme je vous le disais tout à l'heure, des sources ombragées de l'Istère. Alors, l'Istère, cette fois-ci, c'est clairement le nom que les Grecs donnaient au Danube. Et ils cherchèrent longtemps les sources de l'Istère. La douce persuasion le lui en fait obtenir des peuples hyperboréens, fidèles adorateurs d'Apollon. Il voulut que ces rameaux fussent la récompense glorieuse de notre triomphe. Alors pour une fois, c'est assez amusant de lire que Héraclès fait usage de la douce persuasion, puisqu'en général c'est un héros qui parvient à ses fins par la force, à coup de masse. Quelques épisodes, comme lorsqu'il dit à Atlas de reprendre le ciel, le temps de mettre un coussin, et puis il en profite pour s'échapper. Bon. Donc là, il semblerait que Héraclès lui-même n'ait pas eu besoin de violenter les Hyperboréens, et il aurait trouvé chez eux donc les rameaux du laurier et de l'olivier. Alors là, l'élément intéressant, ce sont les sources ombragées de l'Istère. Source ombragée, c'est une traduction française parmi d'autres. Le grec dit source ombreuse. Alors que peut vouloir dire ombreuse? Ça peut vouloir dire du nord, puisque dans le nord, eh bien, il fait plus sombre, il fait plus froid, etc. Peut-être que les sources de l'Istère, du Danube à l'époque, étaient situées par les Grecs plus au nord, mais ça peut aussi vouloir dire ombreuse parce qu'elles sont du côté du couchant, là où le jour baisse. Donc on commence à échafauder déjà cette sorte de confusion ouest-nord, monde celte en quelque sorte, puisqu'elle allait devenir le monde celte. Alors, maintenant que l'on a vu ces premiers éléments, je vais vous proposer un bref résumé de ce que dit Pindare, puisqu'il cite quand même assez abondamment les Hyperboréens, de ce qu'il dit sur eux. Alors, dans un premier temps, dans un des passages que nous avons vus, il ne se préoccupe pas de les situer. Dans un second passage, il dit les exploits des vainqueurs des jeux remontent jusqu'aux sources du Nil et jusqu'aux Hyperboréens. Là, c'est intéressant parce qu'on commence à établir une sorte d'écho, de gloire aussi bien vers le nord que vers le sud. Alors, les sources du Nil, c'était la limite méridionale du monde connu, même si ces sources elles-mêmes demeurèrent inconnues jusqu'en 1880, quelque chose comme ça. Et les Hyperboréens, c'est la limite nord. Alors, je m'appesantis un petit peu sur ce passage-là, dans la mesure où, lorsqu'on va parler dans un instant d'Hérodote, on va voir que les Hyperboréens deviennent potentiellement une sorte de spéculation géométrique, permettant de constituer un point extrême nord pour opposition à un point extrême sud, mais je vais y revenir. En tout cas, Pindare, lui, ne situe jamais précisément les Hyperboréens, si ce n'est que ce sont des gens qui sont toujours très éloignés, qui vivent dans d'excellentes conditions. Et pour vous donner un aperçu de la
postérité de cette conception, même sous l'Empire romain, des personnes comme Pomponius Mela, qui est un célèbre chorographe romain d'époque augustéenne, donc à une époque où les connaissances géographiques ont quand même considérablement augmenté. Mela dit: il existe donc des rivages au nord de la Germanie qui sont inhabités à cause du froid. Bon, jusque-là, ça va, mais il poursuit un petit peu plus loin. Pourtant, le nord de l'Europe est peuplé en masse. Donc, une sorte de contradiction. Hein. Un peu plus loin, ce même Mela dit donc que les hyperboréens vivent à la verticale de l'endroit où le soleil passe à l'ouest, donc très éloigné du monde grec. Il dit que c'est une zone totalement inhospitalière. Puis, quelques lignes plus loin, là je ne traduis pas, hein, il dit donc en latin: terra per se fertilis. Bon, je traduis quand même, la terre fertile par elle-même. Alors, comment se fait-il que ces contradictions se retrouvent encore chez des géographes, cette fois-ci véritablement d'époque impériale, d'une époque où la géographie est au service du politique? Eh bien, c'est probablement parce que le prestige des vieux récits hyperboréens est tel qu'ils sont malgré tout intégrés, probablement peut-être par simple souci esthétique, aux récits qui se veulent plus rationnels et plus sérieux. Et je conclus ce petit excursus par une phrase de Pline l'Ancien, hein, dans son Histoire naturelle, lorsqu'il parle des peuples du Nord, il dit « Nec licet dubitare de gente ea », ce qui veut dire « il n'est pas permis de remettre en question l'existence de ces gens ». C'est assez étonnant, c'est très étonnant. Alors, d'où vient cet étonnement? Eh bien, je vais essayer d'en parler avec Hérodote. Normalement, vivre au centre du monde, c'est-à-dire pour les Grecs, vivre en Grèce, eh bien, c'est bénéficier de ce que l'on appelle l'eukrasia. Eukrasia, littéralement, c'est le bon mélange. On est au milieu, donc on n'a pas trop chaud, pas trop froid, on n'est pas trop grand, pas trop petit. Les animaux sauvages ne sont ni trop nombreux, ni trop rares. Donc on a en gros des qualités qu'il faut pour opposition aux extrêmes. Bon, Aristote développera ça à l'envi, puisqu'il dira que la vertu est le milieu. Hein, bon. Et donc, les zones, plus on s'éloigne du centre, plus on s'éloigne de l'eukrasia, plus les mélanges sont extrêmes. On aura trop froid plus au nord et trop chaud plus au sud. Or, il s'avère que eh bien, les hyperboréens bénéficient, malgré leur position extrême, de cet heureux mélange des choses, hein, à la fois de la nature, de la culture, non que des bienfaits. Alors, donc cette présentation de ces notions de mélange, de dosage, nous permet maintenant d'arriver à Hérodote. Alors Hérodote, c'est le père de l'histoire, dit-on, mais c'est bizarre qu'on ne l'ait jamais appelé père de la géographie. Je crois que j'ai déjà prononcé cette phrase dans les trois précédentes interventions, mais c'est vrai qu'Hérodote, après tout, il dit qu'il parle essentiellement des guerres médiques, mais sur 9 livres qui composent son œuvre, eh bien 8 quand même parlent surtout de descriptions de pays, de voyages. Donc, présentons-le un petit peu comme, allez, le grand-père de la géographie. Alors, évidemment, il marque une rupture parce qu'il rapporte beaucoup de récits, mais il attache une importance fondamentale à ce qu'il appelle l'autopsie, c'est-à-dire le fait d'avoir vu soi-même les choses, pour se distinguer, se différencier de ses prédécesseurs qui rapportaient, par oui dire, eh bien, des fables quand eux-mêmes ne les inventaient pas. Le titre, je rappelle que le titre de l'œuvre d'Hérodote, alors c'est Historia. Alors en français, on a traduit par les histoires, mais le mot historia en grec, c'est plutôt, les traductions plus récentes ont donné les enquêtes, parce que l'historia, c'est l'œuvre de l'histor. Et l'histor, littéralement en grec, c'est celui qui sait parce qu'il a vu. C'est le témoin. Bon. Donc Hérodote, il veut se présenter comme digne de foi, et donc s'affranchir de la tutelle des fables. Alors,
lui aussi évoque l'eucrasia. Il considère que la Grèce bénéficie de l'eucrasia parce qu'elle compense sa pauvreté en ressources naturelles, par justement ce dosage médiocre, mais au sens étymologique. Il y a des pays extrêmes qui, eux, abondent en or, en pierres précieuses, mais c'est trop loin. C'est le pays des griffons, c'est le pays des dragons. Les pays riches sont trop éloignés. Et en Grèce, eh bien, la nature compense ce manque de ressources par eh bien, déjà l'intelligence de ceux qui y habitent. Alors, ce n'est pas pour autant que Hérodote va oublier les hyperboréens. Alors il dit, en parlant des extrémités en général de la Terre, les extrémités de la Terre habitée ont, en quelque sorte, en partage ce qu'elle a de plus beau, comme la Grèce a eu pour le sien la plus agréable température des saisons. L'Inde est, ainsi que je viens de le dire, la dernière contrée habitée à l'Est. Les quadrupèdes et les volatiles y sont beaucoup plus grands que dans les autres pays. Alors, évidemment, le gigantisme de ce qui est éloigné. Mais les chevaux y sont plus petits que ceux de la Médie, que l'on appelle niséen. Ce pays abonde en or. Je vous prie d'excuser les coquilles. On le tire des mines, des fleuves, qui le charrient avec leurs eaux, et de la manière dont nous avons dit qu'on l'enlevait. Alors évidemment, l'or charrie, les fleuves charrient de l'or, il n'y a qu'à se baisser pour s'enrichir. On y voit outre cela des arbres sauvages qui, pour fruits, portent une espèce de laine plus belle et meilleure que celle des brebis. Les Indiens s'habillent avec la laine qu'ils recueillent sur ces arbres. Alors il s'agit probablement du coton, mais présenté de la façon suivante, eh bien, pour un Grec, c'est le pays de cocagne. Plus besoin d'élever du bétail, plus besoin de le tondre. Les arbres sont en autogestion, si on peut dire, il n'y a qu'à cueillir, comme dans le jardin d'Éden, cueillir la matière qui va servir à fabriquer des vêtements. Alors, Hérodote lui-même, ici, même si il a toujours un souci de rationalité, se laisse emporter par ces récits des paradis des extrémités. Alors, évidemment, il cherche toujours à légitimer le fait que la Grèce est un centre névralgique, supérieur au reste du monde, tandis que les traditions poétiques placent les terres idylliques aux confins du monde. Alors, que dit-il? Voilà, ça c'est une carte, une représentation, je dirais, du monde selon Hérodote. Évidemment, on n'a conservé aucune carte de l'Antiquité. Il y a eu un naufrage total de la cartographie antique. C'est une reconstitution moderne. Alors, il parle des hyperboréens et on voit qu'il les situe. Eh bien, vous voyez, ça fait comme une sorte de. Ils sont en haut à droite, une sorte de gradation. Ils sont limite nord-est, cette fois-ci, du monde connu. Et leur penchant occidental, si vous voulez, ce sont les androphages, de l'autre côté. Alors, les androphages, eux, vous me direz, c'est normal. Ils sont très, très éloignés du monde grec. Et donc, ça doit forcément être un peuple mangeur d'hommes. Ils sont à l'opposé de nous, les Grecs. Mais bon, les hyperboréens, eux, c'est plus difficile d'en faire un portrait négatif. Voyez, autre curiosité, qu'au sud, à l'extrémité sud, il y a ce que l'allemand appelle les macrobichen, c'est-à-dire, en grec, macrobioi, c'est-à-dire en français, ceux qui ont une longue vie. Là, on est davantage dans une conception idéalisée des peuples des extrêmes. Ces gens qui vivent très au sud, ils sont au-delà des Éthiopiens. Vous voyez, Éthiopiciens, ils sont un petit peu plus au nord quand même. Derrière les Éthiopiens, il y a des gens encore plus heureux, des sortes d'immortels, qui vivent très loin et qui vivent très longtemps. Donc, en quelque sorte, trois conceptions des peuples des confins, les hyperboréens, les macrobes, si l'on peut dire, et les androphages, chacune représentant un aspect de l'éloignement. Alors, toujours, cette fois-ci, Hérodote, mais plus précisément sur le nord. Alors, il paraît constant qu'il y a une très grande quantité d'or vers le nord de l'Europe. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, sur l'ambre. Apparemment, les routes commerciales entre la Grèce et le nord de l'Europe étaient fréquentées justement parce qu'elles permettaient d'acheminer dans le monde égéen de la matière précieuse. Mais je ne saurais dire avec certitude comment on parvient à se le procurer. Là, au moins, il est honnête, pas d'intervention fabuleuse. On dit cependant alors que les arimaspes enlèvent cet or au griffon et que ces arimaspes n'ont qu'un œil. Vous voyez,
Hop, les arimasps, vous voyez, ils sont toujours dans le coin droit, ils sont juste avant les hyperboréens. En principe, plus on s'éloigne, donc plus on est chez les monstres. Jusque-là, ça va. Les arimasps n'ont qu'un seul œil, un peu comme des cyclopes. Hein. Et autre gage de monstruosité, ils se disputent avec des griffons. Des griffons qui sont des créatures fabuleuses. Hein. Je vous renvoie à l'image que j'ai évoquée en préambule. Bon, donc là, c'est normal qu'il y ait des gens avec un seul œil et des monstres comme les griffons, puisqu'on est très loin. Mais qu'il y ait des hommes qui naissent avec un seul œil seulement et qui, dans tout le reste, ressemblent parfaitement aux autres hommes, c'est une de ces choses dont je ne puis me persuader. Donc ça, c'est typique d'Hérodote. Il rapporte quelque chose de fabuleux, mais il se désolidarise, il ne cautionne pas cela. Quoi qu'il en soit, il paraît que les extrémités de la Terre possèdent ce que nous estimons de plus beau et de plus rare. Alors, c'est assez curieux de voir que son raisonnement part de la prémisse suivante. On dit qu'il y a une très grande quantité d'or vers le nord de l'Europe. D'accord ? Mais cet or, apparemment, est aux mains de créatures monstrueuses qui se le disputent. On pourrait s'attendre à ce qu'Hérodote finisse par dire, finalement, je ne suis pas certain que cet or existe. Et pourtant, à la fin, il revient sur cette constatation. Il dit, quoi qu'il en soit, c'est aux extrémités, malgré tout, qu'il y a ce que nous estimons de plus beau et de plus rare. Donc la perspective reste quand même celle de la fascination. Fascination pour les extrémités. Alors, et là, il va parler des hyperboréens. Alors, Aristée de Proconèse. Aristée, c'est un personnage semi-fabuleux de l'Antiquité qui aurait été un grand voyageur. Donc, il écrit dans son poème épique, inspiré par Phébus. Alors, Phébus, c'est un avatar d'Apollon également. Hein. Donc là aussi, on retrouve cette présence d'Apollon. Il alla jusque chez les Icédons. Les Icédons, si vous voulez, ils sont, eux, juste avant les arimasps. Icédonen. Bon. Donc, il alla jusque chez les Icédons. Non, là, je me trompe de sens, moi aussi. Et ceci... non. Voilà, c'est ça. Non. Oui, c'est celui-là. Qu'au-dessus de ces peuples, on trouve les arimasps qui n'ont qu'un œil, qu'au-delà sont les griplions. Alors, griplion, c'est une variante du mot griffon. Griplion veut dire lion griffu. Hein. Grups en grec, c'est la griffe. Hein. Griplion, si vous représentez un griffon, c'est vrai que souvent, c'est une sorte de volatile avec des griffes de lion et des ailes d'aigle. Hein. Qui garde l'or. Que plus loin encore demeurent les hyperboréens qui s'étendent vers la mer. Que toutes ces nations, excepté les hyperboréens, font continuellement la guerre à leurs voisins. Donc ça, à la limite, c'est typique du monde normal, hein, faire la guerre à ses voisins. À commencer par les arimasps. Que les Icédons ont été chassés de leur pays par les arimasps. Les Scythes par les Icédons. Et les Cimériens qui habitaient les côtes de la mer au Midi l'ont été par les Scythes. Bon. Alors, la gradation ici est assez représentative. Il y a les arimasps, monstrueux avec un seul œil, qui se battent contre les griffons, puis les Icédons, qui ensuite sont tombés sur le dos des Scythes. On descend, plus on se rapproche, plus on a affaire à des peuples connus, puisque les Scythes, eux, ont une existence parfaitement attestée, même si c'était un peuple qui fascinait les Grecs, notamment parce qu'ils étaient nomades. Ils n'avaient pas de cité, ils n'avaient pas de point d'ancrage. Pour les Grecs, c'était une sorte d'aberration. Et après les Scythes, on arrive aux Cimériens, qui eux vivaient, si vous voulez, autour du Bosphore. Bon. Ça, c'est une chose, donc sorte de gradation. Plus on s'éloigne, plus on est sauvage, plus on est inconnu et sauvage. Et la deuxième chose, c'est que ces considérations sur les guerres et la monstruosité ne concernent pas les hyperboréens, qui sont véritablement, encore une fois, en marge de la marge. Ils vivent plus loin que les plus monstrueux des plus monstrueux, et pourtant, ils sont en marge de cet état. Alors, Hérodote poursuit son enquête. Il parlait d'abord des extrémités, puis des extrémités nordiques, puis des peuples nordiques, puis maintenant particulièrement des Scythes, parce qu'il a dû rencontrer des Scythes, c'est même certain, il a rencontré des Scythes, et il a dû recueillir des témoignages. Alors, ni les Scythes, ni aucun autre peuple de ces régions lointaines ne parlent des hyperboréens, si ce n'est peut-être les Icédons. Il n'a pas pu le vérifier lui-même, peut-être. Car les Scythes, et ceux-ci même, à ce que j'en pense, n'en disent rien. À ce que j'en pense, là, introduction chez Hérodote de la conjecture.
Car les Scythes, qui, sur le rapport des Icédons, nous parlent des peuples qui n'ont qu'un œil, nous diraient aussi quelque chose des Hyperboréens. Or, par une sorte de raisonnement, par induction, hein, les Scythes ne disent rien, vu que les Hyperboréens sont censés être vraiment encore plus terribles ou plus étranges que les Arimas, on devrait en entendre parler. Or, on ne nous en dit rien. Cependant, Hésiode en fait mention, et Homère aussi dans les Épigones, c'est une partie des hymnes homériques, en supposant du moins qu'il soit l'auteur de ce poème. Donc le doute s'installe ici. Les Déliens, ce sont les gens de Délos. Alors, vous voyez, on fait quand même des écarts assez importants entre les Scythes, qui sont des témoins quand même très éloignés du monde grec, mais qui sont des peuples existants, et les Déliens, qui sont des peuples qui, eux, parfaitement grecs, et au cœur du monde grec. Hein. Les Déliens en parlent beaucoup plus amplement. Ils racontent que les offrandes des Hyperboréens leur venaient enveloppées dans de la paille de froment. Alors là, ce qui est troublant, c'est qu'Hérodote semble avoir une certaine difficulté avec cette matière, dans la mesure où, dans le même développement, il parle de témoins comme les Scythes, qui ne parlaient donc probablement pas le grec, hormis l'existence peut-être de certains interprètes, et il est au même niveau que les Déliens, qui eux sont des gens que les Grecs pouvaient côtoyer quasiment au quotidien, dont il était très très facile de vérifier l'authenticité des dires. Probablement que déjà du temps d'Hérodote, on pouvait toucher et voir ces fameuses offrandes hyperboréennes. Donc là, vraiment, c'est un des passages où Hérodote a le plus de difficultés. Vraiment, c'est pour lui très 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 problématique, puisque ce n'est pas son genre de mélanger dans un même développement des considérations sur des arimasques, créatures à un seul œil, et des considérations sur Délos, qui fait l'objet d'un assez long développement dans le livre 4. Hein. Donc voilà, la confusion semble s'installer. Le fameux paragraphe 36 du livre 4, c'est la fin du logos hyperboréos. Hérodote va arrêter de parler des Hyperboréens, et voilà ce qu'il dit. En voilà assez sur les Hyperboréens. Je ne m'arrête pas, en effet, à ce conte d'Abaris, qui était, dit-on, hyperboréen, et qui, sans manger, voyagea par toute la terre, porté sur une flèche. Bon. Il ne s'arrête pas sur lui, mais il en parle quand même. Au reste, s'il y a, là c'est une phrase qui a fait couler beaucoup d'encre, s'il y a des Hyperboréens, il doit y avoir aussi des Hypernotiens. Je glose dans un instant. Pour moi, je ne puis m'empêcher de rire quand je vois quelques gens qui ont donné des descriptions de la circonférence de la Terre, prétendre, sans se laisser guider par la raison, que la Terre est ronde comme si elle eût été travaillée autour de Potier, hein, que l'océan environne de toutes parts et que l'Asie est égale à l'Europe. Donc sur la fin de ce passage, visiblement, Hérodote critique les conceptions purement, les spéculations trop géométrisantes du monde. On avait montré dans le passé ici les premières reconstitutions de cartes, notamment les cartes d'Hécatée, qui était un géographe du VIe siècle, où effectivement la Terre semblait être une sorte de disque entouré d'eau, et le monde grec se situant, si vous voulez, bien au centre de ce cercle. Et il y avait, vous pouviez, si vous voulez, tracer une ligne entre le détroit de Gibraltar, le détroit de Messine, Athènes, le Caucase. Ça faisait en quelque sorte le diamètre. Et on avait vraiment un monde rassurant parce que géométrique. Mais comme vous avez vu, avec la carte de tout à l'heure, Hérodote, lui, se dit, mais bon, le monde n'est pas un lieu de géométrie, il est ridicule de vouloir le représenter ainsi. Alors, qu'est-ce que c'est que cette formule sur s'il y a des hyperboréens, il doit aussi y avoir des hypernotiens. Alors, les hypernotiens, c'est un néologisme d'Hérodote. Le notus ou le notos, c'est le vent du sud. Donc il dit, si il y a des gens qui vivent au-delà du Borée, eh bien, il doit y avoir aussi des gens qui vivent au-delà du vent du sud. Toute la question, c'est de savoir comment est-ce qu'Hérodote lui-même aurait prononcé cette phrase, c'est-à-dire avec quelle intonation, est-ce que c'est ironique, est-ce que c'est une moquerie? Donc la grande inconnue pour nous, justement, c'est de savoir ce qu'il entend par là. Alors, le débat, les commentateurs ont été nombreux à parler de cette phrase. Certains éditeurs, notamment l'éditeur français Budet, à la collection des universités de France, donc lorsqu'il
traduit ce texte, donc le traduit ainsi, et rajoute, ce que n'a pas dit Hérodote, l'éditeur Budé, après le fragment « il doit y avoir des hypernotiens », rajoute, l'éditeur de son propre chef, le traducteur, rajoute « or il n'y a pas d'hypernotiens ». C'est assez curieux. Donc le traducteur a lui-même dû être un petit peu perdu, ou sentir qu'Hérodote était perdu, il a voulu l'aider. Et il a voulu, en quelque sorte, tirer le raisonnement jusqu'à faire dire ce qu'Hérodote ne dit pas. Donc il n'y a pas d'hypernotiens, donc il n'y aurait pas d'hyperboréens. Bon. Or, Hérodote ne dit jamais « il n'existe pas ». Il ne dit jamais « n'existe pas ». Il y a une formule qu'Hérodote utilise, par contre, en grec c'est ouk ekei elenkon, ça veut dire, littéralement, il n'y a pas la possibilité de réfuter l'existence des hyperboréens. Voilà. On ne peut pas prouver qu'ils n'existent pas. On ne peut pas prouver qu'ils existent, mais on ne peut pas non plus prouver le contraire. Bon. Et ça, c'est un passage, enfin, c'est une formule assez rare chez Hérodote, qui montre bien véritablement qu'il n'est pas sans être je veux dire, embarrassé par cette question des hyperboréens. Alors, évidemment, Hérodote ne parle jamais d'éléments merveilleux sur les hyperboréens. Il ne fait jamais comme Pindare, il ne dit jamais qu'il vit dans un paradis, etc. Mais il ne peut pas s'empêcher de les évoquer. Il associe cependant les hyperboréens toujours aux autres limites plus connues du monde. C'est une façon pour lui de se rassurer. Lorsqu'il évoque, au livre 3, ça c'est précédemment, il parle des extrémités de l'Asie et de la Libye. Quant à celle de l'Europe et à l'Occident, je n'en puis rien dire de certain, car je ne conviendrai pas que les barbares nomment Éridan un fleuve qui se jette dans la mer du Nord, et dont on dit que nous vient l'ambre. Je ne connais pas non plus les îles Cassitérides, peut-être les fameuses îles Scilly dont je vous parlais tout à l'heure. Le nom même du fleuve est une preuve de mon sentiment. Et il dit pourquoi. Il dit « Éridanos n'est point un nom barbare. C'est un nom grec inventé par quelques poètes. D'ailleurs, je n'ai jamais trouvé personne qui ait pu me dire, comme témoin oculaire, donc là c'est vraiment la panacée pour Hérodote, quelle est cette mer que l'on place dans cette région de l'Europe. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'étain et l'ambre nous viennent de cette extrémité du monde. Alors, ça rappelle ce qu'il disait tout à l'heure, quoi qu'il en soit, les extrémités nous renvoient des choses très précieuses. Or, il vient de dire quelques lignes plus haut, l'Éridan est un fleuve dont je vous ai parlé, il dit, l'Éridan n'existe pas, la preuve c'est que le nom ne sonne pas, ne fait pas barbare. C'est un nom grec, c'est un poète qui a dû l'inventer. Or, cet argument de l'aspect lexical rassurant du nom, il ne l'utilise pas au sujet des hyperboréens. Il aurait pu dire, après tout, le mot hyperboréen, c'est un nom totalement grec. On peut le décomposer, surtout pour un grec si friand d'étymologie. Il aurait pu dire, les hyperboréens, eh bien, ils n'existent absolument pas, dans la mesure où leur nom lui-même est une invention que l'on peut décomposer. Or, il ne le fait pas. Il ne le fait pas. C'est très étonnant. Il ne cherche pas à revenir sur le fait que, justement, eh bien, le nom hyperboréen n'est pas un nom qui sonne barbare, alors qu'il le fait par ailleurs. Alors, c'est assez étonnant de la part d'Hérodote. Hérodote, dont la réputation sceptique n'est plus à faire, eh bien, encore une fois, si on en revient à cette fameuse formule, voilà, s'il y a des hyperboréens, il doit aussi y avoir des hypernotiens, eh bien, après tout, peut-être que finalement, elle ne doit pas être considérée comme un trait ironique, mais peut-être comme simplement une porte entrouverte. Il ne dit pas qu'ils n'existent pas, il dit assez peu de choses sur eux. Par ailleurs, il est beaucoup plus radical, comme on l'a vu dans le cas du fleuve Éridanos. Il aurait pu démolir l'existence du nom, et en démolissant le nom, il aurait pu démolir l'existence du peuple. Mais il ne le fait pas. Donc, peut-être que cette fameuse phrase, s'il y a des hyperboréens, il y a des hypernotiens, eh bien, chez Hérodote, c'est simplement une sorte de garantie, de précaution qui est utilisée. Gardons quand même les hyperboréens dans nos descriptions du monde. Ça peut toujours servir de point de repère nordique. Et donc, on voit quand même la force de cette notion qui, à l'origine, naît dans la poésie, s'infiltre dans la géographie et on arrive à être véritablement un point de repère. On cherche le lieu de vie des hyperboréens, on ne le trouve pas. En revanche, dans l'écriture géographique,
l'hyperboréen, la notion d'hyperborée, ça reste véritablement une sorte de point incontournable. On ne peut pas ne pas en parler lorsqu'on évoque le Nord. C'est comme ça. C'est la force de certaines créations fabuleuses. J'avais pu évoquer ça lorsque j'avais parlé de la réhabilitation d'Homère par Strabon. Donc, ces hyperboréens, pour Hérodote, ils pourraient être considérés comme une sorte de solution, de possibilité géographique. Mais pour l'instant, il ne faut pas en dire davantage. On vient de voir qu'Hérodote potentiellement utilise les hyperboréens comme élément de spéculation géographique. On va voir maintenant quel est le sort réservé plus tardivement à cette spéculation, avec notamment Strabon. Strabon, donc, qui lui nous fait avancer de quelques siècles dans l'histoire. Strabon, géographe d'époque impériale, 1er siècle avant, 1er siècle après Jésus-Christ. Hérodote avait ouvert la voie de la géographie affranchie de la fable. Strabon, véritablement, couronne, si l'on peut dire, cette entreprise, même si lui-même, dans l'introduction de sa géographie, qui est l'œuvre, la géographie Strabon est l'œuvre géographique la plus longue que l'Antiquité nous ait léguée, commencera avant tout par réhabiliter Homère. Bon, toujours des contradictions, hein, mais c'est ce qui fait l'intérêt de ce genre de texte. Alors, Strabon reprend donc, s'insère dans le débat. Hein, vous savez que dans l'Antiquité, la tradition, lorsque l'on écrivait, oui, c'est un peu petit, mais je vais lire. Lorsque l'on écrivait une œuvre géographique, la tradition, c'était de passer en revue les prédécesseurs, de les critiquer, pour dire, mes prédécesseurs sont sympathiques, mais beaucoup ont dit des erreurs, beaucoup ont raconté des mensonges. Moi, je vais écrire une œuvre de vérité. Et c'est ce que fait Strabon. Hein. Alors, reprenons maintenant la suite de notre discours au point où cette digression l'a interrompu. Hérodote, ayant nié quelque part qu'il existe sur la terre des hyperboréens, par la raison qu'il ne s'y trouve point d'hypernotiens. Vous voyez, Strabon, lui, il interprète à sa façon la fameuse formule d'Hérodote. Strabon dit ce qu'Hérodote n'a pas dit clairement. Strabon dit, Hérodote a dit les hyperboréens n'existent pas, parce qu'il n'y a pas d'hypernotiens. Alors, il va évoquer Ératosthène. Ératosthène, c'est un peu la bête noire de Strabon, même s'il a vécu 250 ans avant lui. Ératosthène, c'était l'ancien recteur de la bibliothèque d'Alexandrie, et Ératosthène, c'était l'ennemi total des fables. Il n'y avait que la géométrie. Je caricature, mais bon, c'est un peu ça. Or, pour Strabon, c'était malgré tout une approche trop radicale. Donc Ératosthène juge l'argument risible et le compare au sophisme qui consisterait à nier qu'il y ait dans le monde des épikairekaki, c'est-à-dire des gens heureux du mal d'autrui, pour la raison qu'on n'y connaît pas d'épikairegati, c'est-à-dire des gens qui soient heureux du bonheur des autres. Et là, donc, il cite Ératosthène, sans compter, il le cite pour mieux le réfuter, hein, qu'il n'est rien moins que prouvé qu'il n'existe pas réellement des hypernotiens, témoin l'Éthiopie, où le notus ne souffle pas, tandis qu'il souffle dans les contrées situées plus bas. Mais ne serait-il pas étrange, quand les vents soufflent sous tous les climats, quand partout le vent qui vient du midi est appelé notus, qu'il y eût une position sur la Terre où ces conditions ne se vérifiassent pas? Non. La vérité est que l'Éthiopie, et avec l'Éthiopie toute la contrée située au-dessus jusqu'à l'équateur, c'est-à-dire pour vers le sud, hein, doivent ressentir également le souffle de notre notus. Le vrai reproche à faire à Hérodote était donc d'avoir supposé que l'on d'hyperboréen put désigner des peuples chez qui Borée ne souffle point. Car si les poètes avaient employé là une qualification un peu trop mythique, très important le un peu trop mythique chez Strabon, il n'est pas totalement contre le mythique, Strabon, il aime bien Homère. Il appartenait à leurs commentateurs d'en démêler le vrai sens et de comprendre que ce nom d'hyperboréen ne signifiait pas, alors là il faut faire un petit peu de lexicologie grecque, ne signifiait pas ceux qui vivent hyperboréens au-dessus de Borée, mais il fallait comprendre hyper au sens latin, hyper et super si vous voulez, il fallait comprendre comme super boréens, des gens particulièrement boréens, c'est-à-dire qui vivaient vraiment, non pas au-dessus, mais en plein dans le Borée, c'est-à-dire en plein dans le froid. Hein. Le pôle étant proprement la limite des nations boréales, etc. etc. Tout simplement sur une question d'étymologie. Ce qu'Hérodote n'a bizarrement pas fait, lui qui le faisait si souvent, c'est de dire hyperboréen, eh bien, c'est pas au-dessus, c'est pas au-delà, c'est beaucoup.
fortement, parfaitement. Et voilà comment, eh bien, d'un trait de plume, si on peut dire, Strabon est en train d'effacer 6 siècles de conception élogieuse, paradisiaque, etc. Car véritablement, avec Strabon, eh bien, on est dans la géographie à caractère politique. Si il y a des peuples qui sont bienheureux, justes, merveilleux, etc., c'est probablement de la fable. Comment le justifier? Eh bien, en transformant le sens donné à leur nom. Simplement, c'est une caractéristique de la propagande romaine à cette époque-là. L'Empire vient de naître. Et tout ce qui n'est pas dans l'Empire, soit que dans les faits, on n'ait pas pu le conquérir ou que l'on n'ait pas pu l'explorer, pour les Romains, ce qui n'est pas dans l'Empire ne mérite pas d'y être, est sans intérêt. C'est comme ça que les Romains, et Strabon, qui écrit pour le pouvoir romain, se représentent les peuples des confins. Donc on passe, si j'ose dire, d'une extrême à l'autre. Terminer les hyperboréens qui ont toutes les qualités, qui vivent dans le paradis terrestre, place aux hyperboréens qui constituent maintenant un repoussoir. C'est le retour de l'ethnocentrisme. Jusque-là, eh bien, les hyperboréens avaient constitué une sorte de nouveau centre, enfin, de nouveau pôle d'attraction plutôt. Maintenant, avec Strabon et l'avènement de cette sorte de géographie mondiale, les hyperboréens tombent sous le coup de la loi romaine, hein, de la paix romaine. On ne peut pas les découvrir, eh bien, ça veut dire qu'ils n'en valent pas la peine et que donc les qualités qu'on leur prêtait jusqu'à présent étaient fausses, n'existaient pas. Strabon écrit surtout pour le politique, comme je vous l'ai dit. Donc il va décrire les régions proches du monde romain. Et donc, ce revirement dont je vous avais déjà parlé chez Pline l'Ancien et Pomponius Mela, prend vraiment toute son ampleur chez Strabon. Alors, Strabon, c'est une sorte de... On peut dire qu'il écrit, c'est un prosateur, qu'il écrit pour un lectorat politique et qui s'intéresse de près à ces choses. Il va être aidé dans son entreprise, même si elle n'est pas forcément comment dire, totalement volontaire, mais par un média beaucoup plus puissant qui est cette fois-ci, encore une fois, la poésie, mais la poésie qui va parler des hyperboréens non plus comme cela avait été fait pendant des siècles, mais qui va les présenter comme une sorte de repoussoir. Et cette poésie, c'est une poésie qui n'est pas des moindres, c'est celle de Virgile. Virgile, le poète impérial. Voilà ce qu'il dit dans les Géorgiques, de passage. Tels des bords hyperboréens, c'est-à-dire des limites, l'épais Aquilon, l'Aquilon, c'est le vent du nord, se précipitent et dispersent les orages de Scythie et les nuages sans pluie. Alors les hautes moissons et les plaines ondoyantes frémissent au souffle tiède, et les cimes des forêts font entendre une rumeur, et les flots se pressant viennent battre de loin les côtes. L'Aquilon vole, balayant dans sa fuite à la fois les guérets et les eaux à la fois. Traduction un peu redondante. Mais clairement, les hyperboréens sont toujours limites du monde, mais ils n'ont plus rien de paradisiaque. Dans l'autre passage, ni Vénus, ni aucun hymen ne fléchirent son cœur. Alors, il s'agit d'un passage géorgique consacré à Orphée. Seul, pauvre Orphée, errant à travers les glaces hyperboréennes, le latin donc dit hyperboreas glacies, le Tanaïs neigeux, le Tanaïs, c'est peut-être, on pense que c'était peut-être le Don, dans la région de Rostov, aujourd'hui en Russie, neigeux, et les guérets du Rifé, que les frimas ne désertent jamais, numquam viduata pruinis, jamais vide, jamais abandonné par les frimas. Il pleurait Eurydice perdu et les dons inutiles de Dis, c'est-à-dire Pluton. Donc ici, vraiment, c'est un passage emblématique de ce basculement. Les hyperboréens deviennent un peuple qui habite le lieu peut-être le plus inhospitalier du monde, c'est-à-dire le lieu non plus de la vie éternelle, mais de la mort. C'est là que ce serait peut-être perdu Eurydice. C'est le lieu de la glace, c'est le lieu de la neige, c'est
le lieu de l'errance sans fin de l'âme éperdue. Donc on est vraiment, ça y est, à l'opposé de ce que l'on avait vécu, su sur les Hyperboréens pendant de longs siècles. Alors voilà donc Virgile. Ma conclusion, hein, qui sera très brève, avant qu'on jette un petit coup d'œil à de l'iconographie moderne, enfin moderne, récente hein, à l'échelle du reste, eh bien véritablement, c'est que même si aujourd'hui la conception strabonienne, romaine du monde a tendance à l'emporter, eh bien même des gens comme Strabon n'ont pas pu simplement occulter, faire l'omission des Hyperboréens dans leur développement. Ils ont quand même dû en parler. Et cette survivance des Hyperboréens, eh bien, on la retrouve simplement en termes géographiques. Regardez sur cette carte, donc, qui date de 1628. Elle est une carte qui est une reconstitution de Posidonius, qui est lui aussi un géographe grec, mais d'époque romaine. Vous voyez, en haut, hein, à la marge, on lit, je ne sais pas si... Hein, on lit océan hyperboréen. Bon. Donc là, hyperboréen au sens de nordique. Bon. C'est une reconstitution. En revanche, donc toujours là c'est toujours une reconstitution. Donc Pomponius Mela. Alors je ne sais pas si vous arrivez à la voir. Vous voyez à peu près en haut, au milieu, on voit le pays des Scythes. Il y a la Scythie. Ça se lit ou pas? Pas trop, moyen. Bon. À droite de la Scythie, on devine une chaîne de montagnes qui est près du bord, et derrière, on lit Hyperboréie. Bon, ça, c'est aussi une carte d'époque impériale romaine. On a quand même voulu y mettre les Hyperboréens. On les a mis dans un coin. On n'a pas pu se passer d'eux, même s'ils ont carrément plus de place pour vivre. Hein. On leur a mis la chaîne de montagnes, et on les a mis derrière. On ne veut pas les voir, mais on veut qu'ils y soient. On ne peut pas se passer de ce concept. Alors les montagnes ne sont pas nommées, mais elles ont probablement été mises là, justement exprès pour qu'on puisse mettre derrière elles les Hyperboréens. C'est dire la force de la vitalité de ce concept. Hein. Alors, là aussi, même chose, hein, ça c'est une carte qui date de 1911. On devine, en haut à droite, dans le coin, on voit, il y a écrit Hyperboréie. Hein, là, je pense qu'on le voit bien. Sous Hyperboréie, il y a une sorte de petit liseré qui est une chaîne de montagne, en fait, et sous la chaîne de montagne, on lit Rifaei Montes, les fameux monts ripés. Donc là encore, on n'a pas voulu se débarrasser d'eux. Comme on ne sait pas forcément quoi mettre au nord, un peu comme sur ces cartes de la Renaissance sur lesquelles on dessinait des dragons ou des créatures marines fabuleuses aux confins de l'océan, hein, on a mis les Hyperboréens parce que eh bien, ça plaît, on en a besoin comme repère, à la fois esthétique et notionnel. Alors là, c'est encore plus intéressant. Hein. C'est la fameuse carte d'Ortelius, le célèbre géographe flamand, hein, donc une carte de 1572. Cette fois-ci, regardez, à gauche de l'Islande, qu'est-ce qu'on lit? Océan hyperboréen, hein, Oceanus hyperboreus. Donc, la notion survit à l'entrée dans l'époque moderne. Hein. Elle est toujours là. Alors ensuite, je finis avec, bien évidemment, les récupérations fictives dans le monde de la fantaisie, de l'écriture. Hein. Voilà, comme j'en avais parlé la dernière fois, dans les univers un peu fantastiques de ces pseudo-histoires écrites par Robert Howard, le père de Conan le Cimérien, qui reconstitue une sorte de préhistoire fictive, de proto-histoire plutôt, qui aurait été florissante il y a 10 000 ans à peu près avant Jésus-Christ, eh bien il y a les Hyperboréens. Donc véritablement, un retour, si vous voulez, à notre époque, de la notion d'Hyperboréen dans la sphère fictive, créatrice, des œuvres poétiques de fiction moderne. Donc, en quelque sorte, la boucle semblerait bouclée. On a commencé avec Pindare et Homère. Les Hyperboréens étaient un lieu totalement, a priori, fabuleux. Mais qui, comme il se trouvait chez des poètes faisant en quelque sorte autorité, il est devenu un concept de géographie que l'on a cherché
à vider de sa substance de vérité, sans pour autant pouvoir s'en débarrasser. Et on le retrouve enfin de nos jours, eh bien, dans la fiction littéraire fantastique, mais aussi, je dirais, dans des conceptions un peu mystiques et spirituelles sur lesquelles je serais bien incapable de m'étendre. Simplement, on peut évoquer très brièvement les récupérations dont le concept a pu faire l'objet dans toute la période, je dirais, post-romantique en Europe du Nord, en Allemagne, avec cette redécouverte des peuples du Nord en tant que source, je dirais, de culture. Et les hyperboréens ont pu jouer, bien malgré eux les pauvres, eh bien, un rôle inquiétant dans certaines idéologies. Voilà. Alors, je vous remercie de votre attention et eh bien, je vous encourage à poser les questions que vous souhaitez.